Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, Rémi Guilhem et moi-même, de vous accueillir dans cette salle virtuelle pour une des rencontres de PSSP, le programme Philanthropy and Social Science Program qui a été créé il y a maintenant 2 ans et qui est soutenu par tout un ensemble de partenaires dont vous voyez les logos incrustés à l'écran. Une rencontre qui est organisée en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, le débat va porter sur un ouvrage majeur dans les études sur la philanthropie, un ouvrage collectif réalisé sous la direction de Christian Topalov, intitulé Philanthrope en 1900, Londres, New York, Paris, Genève. Donc une enquête de très longue portée, une enquête portant sur les répertoires charitables dans plusieurs des grandes villes au tournant du monde euro-américain au tournant du XXe siècle, et une recherche qui marque une étape dans la structuration et dans aussi le rayonnement des travaux sur la philanthropie. Donc on est très heureux d'accueillir Alix Séniger et Christian Topalov, qui ont participé l'un et l'autre à la production de cette somme, de ce volume, paru chez Créafis Éditions en mars 2020, l'an dernier. Et aujourd'hui, nous avons souhaité mettre cet ouvrage en discussion et convier deux éminentes et éminents chercheurs qui ont marqué de leurs travaux, de leur empreinte, les travaux des sciences sociales dans des directions évidemment très différentes. Donc Michel Perrault, donc de l'Université Paris Diderot, qui nous proposera, et nous vous remercions d'avoir accepté cette discussion, qui nous proposera une série de réflexions générales et puis bien évidemment en relation avec vos thématiques de recherche, celles que vous avez arpentées pendant de longues années, eh bien, sur la question des femmes et de leur place dans la philanthropie. Ensuite, Gérard Noiriel, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, reviendra sur un certain nombre d'enjeux en lien avec les mobilisations du monde philanthropique, les liens aussi entre ces mobilisations d'acteurs privés et la construction, la genèse de l'État social qui se dessine dans cette période, comme l'avait déjà montré Christian Topalov dans une recherche précédente sur les laboratoires du nouveau siècle et la nébuleuse réformatrice. Donc, sans plus tarder, pour ouvrir notre discussion, je voudrais donc une nouvelle fois toutes et toutes vous remercier d'avoir accepté de participer à ce débat, remercier l'École des hautes études en sciences sociales de s'être associée à cette rencontre. Et je voudrais passer la parole à Michel Perrault pour une première intervention qui sera suivie d'une discussion des auteurs. Merci beaucoup. Michel, la parole est à vous. Merci. Et merci de m'avoir invité à cet échange. Et d'emblée, je dirais que j'ai été complètement, j'allais dire presque stupéfait par ce livre, hein, parce que des noms de philanthropes, évidemment, spécialistes du 19e, j'en ai rencontré beaucoup, et des lieux aussi. J'ai été une fervente, j'ai fréquenté avec ferveur le musée social, qui est une trace de la philanthropie à Paris, etc., etc. Mais une étude d'ensemble de cette ampleur, bien sûr, je n'en avais jamais vu. Il y a eu des études partielles, mais pas des études de cette ampleur. D'ailleurs, vous rappelez, Christian Topalov, que les philanthropic studies, finalement, dans leur ensemble, sont relativement récentes, en définitive. Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques générales sur cet ouvrage tout à fait fondamental et dire d'abord ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'objet. L'objet, au fond, n'est pas la philanthropie, hein, comme système, mais les philanthropes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si, évidemment, on passe aisément de l'un à l'autre.
Je ne vous poserai donc pas de questions sur la philanthropie, une cependant, malgré tout. Les aspects économiques, ce n'est pas votre affaire ici, mais malgré tout, la philanthropie, c'est de l'argent. C'est des dons récoltés ou de l'argent mis dans les actions et ensuite distribué. Évidemment, il y a des allusions à cela dans le texte, mais l'objet lui-même n'est pas pris en compte. Encore une fois, ce n'était pas votre affaire. Ceci dit, on y pense, et si vous pouviez nous dire, puisque vous connaissez par cœur tous les dédales de la philanthropie, quelle a été au fond l'importance des transferts d'argent qui ont pu être faits par la philanthropie à cette époque-là. Et par conséquent, quel rôle réel a pu jouer la philanthropie dans le secours à la pauvreté et la solution de la question sociale. Alors, pour les philanthropes eux-mêmes, évidemment, alors ce qui est très intéressant, deuxième remarque générale, c'est le choix de la date, évidemment. Et là, le sociologue que vous êtes, les sociologues que vous êtes, rejoignent l'histoire. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi 1900. D'ailleurs, vous le dites, et il y a d'ailleurs le titre du dernier chapitre, « Un monde sur le point de s'effacer ». Et ce titre même indique qu'on est en train de changer de système, et d'une certaine manière, ça éclaire aussi d'ailleurs votre démarche, puisque au fond, ce que vous suivez, j'imagine, c'est comment la philanthropie prépare d'une certaine manière la gestion de la question sociale qui va être faite davantage évidemment par l'État et par d'autres moyens. Et donc saisir le système à son apogée, au fond, en 1900, et puis en même temps, au moment de son effacement, au moment où il va céder la place à d'autres formes et à un autre système. Est-ce que, vous direz, si ces hypothèses, que je formule comme ça, ont été les vôtres, et est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette date? Alors, quelques remarques également sur les démarches. Vos démarches sont des coupes exhaustives, absolument exhaustives, à un moment donné, moment, encore une fois, choisi comme exemplaire. Votre méthode est quantitative, statistique. La labroussienne que je suis, que j'ai été, disons, évidemment, comprend très bien cette démarche. J'appartiens à une génération formée par Labrousse et où tout passait par le dénombrement. Comme le disait Emmanuel Leroy-Ladurie, l'histoire sera quantitative ou elle ne sera pas. Elle a été bien autre chose en réalité que quantitative, et nous avons un peu quitté ces rivages que je retrouve ici avec beaucoup de force et beaucoup de respect. Parce que je sais par définition combien une démarche quantitative est exigeante. Et par conséquent, cette exigence du quantitatif, elle rejaillit sur les autres exigences. En ce sens, il y a une ascèse du quantitatif qui est utile pour l'approche d'un objet comme celui-là. Deuxième remarque, votre méthode est comparative, d'où le choix des 4 villes. Et est-ce que, j'imagine, mais je vous pose la question quand même, que le choix des confessions religieuses qui traversent ces 4 villes, en dehors de leur importance économique, évidemment, n'a pas été pour rien dans les choix que vous avez faits. Troisième remarque sur la méthode, elle est lexicale. Vous attachez beaucoup d'importance aux mots, à leur emploi, la désignation. J'aime beaucoup le chapitre 4 qui s'appelle les lexiques de la charité. Il y a d'ailleurs énormément de choses à glaner dans ce chapitre-là, dans des tas de domaines. Les jeunes, par exemple. Vous faites remarquer que jeune est un qualificatif, mais pas un substantif à cette époque-là. Et de même sur les femmes, le lexique des femmes est très intéressant. Filles, femmes, ouvrières, tout ça, c'est sujet à des nuances extrêmement nombreuses. Votre démarche est très exigeante, en même temps, elle est très modeste. Elle est très modeste. Par exemple, vous parlez de sociographie. Vous n'employez pas le mot sociologie. Vous êtes sociographie. Et quand je vous ai posé la question en privé,
vous m'avez dit, bah justement, c'est parce que on est modeste dans notre démarche. Ce qui est tout à fait remarquable, je n'en ai peut-être pas tiré d'ailleurs tout ce qu'on peut en tirer, parce que c'est très riche, ce sont les graphiques. Il y a une part graphique extrêmement importante, parce qu'il est très important pour vous de montrer les relations. Le relationnel est évidemment essentiel, puisque vous cherchez à montrer un véritable milieu. Voilà quelques brèves remarques sur la démarche. Alors, sur les sources, ça c'est formidable. C'est formidable parce que vous consacrez 2 chapitres à l'étude des sources et vous montrez que les sources sont des produits. Elles produisent, mais elles sont aussi des produits. Et j'aime beaucoup cette démarche que vous avez de montrer les sources en elles-mêmes, en action, en quelque sorte. Et peut-être que les historiens ne le font pas assez. On le fait, mais enfin, on le fait peut-être pas toujours de la manière, et je pense qu'il faut s'inspirer de la démarche que vous donnez de ce point de vue-là. Alors, vous avez 2 grands ensembles de sources, les répertoires, les annuaires, et Dieu sait s'ils sont riches, enfin, dans tous les pays, dans les 4 villes que vous avez choisies, et les congrès internationaux. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur les congrès internationaux. 72 congrès internationaux, je n'imaginais pas qu'il pouvait y en avoir autant. Rien qu'en soi, c'est un témoignage sur l'importance, évidemment, qu'avait la philanthropie à cette époque-là. Et vous dites que ça représente 3240 personnes. Vous avez naturellement pris un échantillon raisonné de ces quelques 3000 personnes. Ça, c'est tout à fait intéressant, et y compris pour l'objet qui nous occupera tout à l'heure, les femmes, les rapports hommes-femmes, il y a beaucoup de choses à glaner dans la fréquentation et l'usage des congrès. Et puis, encore une remarque de méthode, vous donnez un grand intérêt à l'espace. Il y a des chapitres sur l'espace, voire les quartiers, même les rues. J'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à déambuler dans le Paris philanthrope de 1900, le quartier des Halles, le 6e. Moi qui habite le 6e, j'ai quand même constaté que la grande partie de la philanthropie du 6e, c'était plutôt entre Saint-Sulpice et le boulevard Saint-Germain, plutôt vers le sud que vers le nord. Tout ça est tout à fait intéressant, y compris sur votre démarche sur le désert que constituent les boulevards haussmanniens. Ça, il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Alors, il y a des musées, des lieux pérennes dans cette géographie. J'ai parlé tout à l'heure du musée social, qui n'existe plus comme musée social, mais enfin comme bibliothèque du CEDIAS. Il s'est pérennisé jusqu'à nos jours. Alors, des questions, il y en aurait plein. J'en ai déjà fait énoncer quelques-unes. Il y a aussi beaucoup de choses sur la manière dont raisonnent les philanthropes, le souci de distinguer les bons, les mauvais pauvres, le soupçon, toujours et partout, notamment pour les secours à domicile. On se méfie des outdoor relief, ça c'est vraiment la catastrophe, parce que les pauvres peuvent à ce moment-là échapper au regard. Et j'avais étudié dans le temps un texte du baron de Gérando qui s'appelle Le visiteur du pauvre, où le baron de Gérando donnait des consignes aux visiteurs de façon à ce qu'ils discernent à l'intérieur du domicile du pauvre, est-ce que c'est un bon pauvre? Est-ce qu'on peut vraiment le secourir? Donc, vous nous apportez beaucoup. D'autre part, j'ai bien sûr l'importance de la question pénitentiaire. Ça, vraiment, elle traverse partout, c'est une hantise du siècle. Et je vous rappeler qu'il y a eu une véritable querelle entre Tocqueville, Alexis le Grand, Alexis de Tocqueville, et Charles Lucas, qui est un grand philanthrope, plus que ça, c'était un administrateur, c'est pas tout à fait pareil, de la pénitentiaire. Tocqueville n'aimait pas du tout les philanthropes, pas du tout. Et il y aurait beaucoup à dire sur la pensée de Tocqueville à cet égard. Également, j'ai noté comme ça la présence de l'antisémitisme à Paris.
c'est tout à fait frappant. Évidemment, on est en 1900 et on sait bien que c'est une époque qui est bien vigoureuse de ce point de vue-là. Alors, évidemment, on va y revenir sûrement, les différences entre les villes, pourquoi, comment, hein. Et puis votre conclusion générale, le monde charitable dans son ensemble a constitué une matrice de l'entreprise réformatrice beaucoup plus nette à Londres et à Paris que dans les deux autres villes, et le rôle des églises a été crucial partout, sauf à Paris, dites-vous. Et là, évidemment, il y a une question très intéressante. Alors, un désir, il y a beaucoup de noms, il y a des itinéraires, il y a peu de portraits. Et évidemment, l'historienne que je suis regrette que la riche matière que vous avez embrassée ne donne pas lieu à davantage de portraits, mais peut-être que vous écrirez encore beaucoup à cet égard. Et je m'arrête, je réserve mes réponses, mes remarques sur les femmes à tout à l'heure. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup, Michel, de cette lecture attentive, exigeante. Je ne rebondirai bien sûr que sur certaines des questions que vous avez soulevées, parce que autrement nous serions encore là toute la nuit. Le choix de la date, en effet, est très, très important, je crois. 1900, dans toutes ces villes, et dans d'autres encore, je crois, c'est ce que les Parisiens appellent un printemps de la charité. C'est qu'il y a une véritable explosion du nombre des œuvres charitables, de leur domaine d'action, de leurs ambitions aussi. Et ce qui est tout à fait étonnant et intéressant, c'est que des acteurs très divers y participent et qu'ils ont sur l'avenir et par conséquent sur le passé des idées complètement différentes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore, ce que nous savons nous, bien sûr, privilège voilà, du temps qui passe, ils ne savent pas encore les chemins que vont prendre dans leurs pays respectifs l'état social. Et par conséquent, tous ont quelque chose à dire sur le futur et une interprétation à donner du présent. Et de ce point de vue, on a des visions qui sont très opposées, bien sûr, pour ne prendre que celle des catholiques intransigeants à Paris, qui imaginent que, grâce à la liberté accordée par la République, par parenthèse, les œuvres charitables catholiques vont pouvoir s'étendre indéfiniment, tandis que les municipalistes, au même moment, dans la même ville, vont évidemment avoir une vision tout à fait différente. Mais l'important, c'est que tous ces gens-là peuvent néanmoins collaborer parce que sur le moment, ils peuvent passer des compromis de toutes sortes. Et de ce point de vue, on pourrait évoquer aussi les organisateurs de la charité à New York qui viennent de marquer un point essentiel. Ils viennent d'obtenir que dans la charte du Greater New York de 1897, les secours publics à domicile soient interdits, ce qui est le grand rêve de tous les organisateurs de la charité, aussi bien britanniques qu'états-uniens à l'époque. Et ils sont par conséquent totalement persuadés que l'avenir est tel. Il y aura évidemment d'autres développements aux États-Unis et le New Deal arrivera dans quelques 30 ans, qui va évidemment donner tout autre chose. À Paris, en 1900, c'est l'année du concordat charitable, en quelque sorte, entre les républicains opportunistes et les catholiques ralliés, et où on se dit, après tout, on peut s'entendre et on peut se répartir le marché, en quelque sorte. Donc, ces gens-là imaginaient, les uns comme les autres, des avenirs qui ne se sont pas produits. Et je crois que c'est ça particulièrement qui fait l'intérêt de la période, c'est l'incertitude sur le futur. Et on pourrait peut-être dire aussi que les enjeux propres, peut-être au cas parisien, on y est plus sensible, c'est l'affaire Dreyfus, bien sûr, hein, et vous évoquiez l'antisémitisme. C'est par conséquent une France qui nous est souvent présentée par les historiens du politique comme une France sur le bord de la guerre civile. Et cependant, ces gens qui se disputent sans arrêt dans le champ du politique, sur le terrain philanthropique, sur le terrain charitable, partagent des diagnostics, partagent des méthodes et peut-être parfois se partagent le terrain. Et ils se parlent en tout cas. Donc, si vous voulez, je trouve que ce domaine nous offre un regard assez intéressant sur ce qu'est
la particularité peut-être de ce monde-là par rapport à ce qui est plus traditionnel de décrire en histoire politique. Le choix des 4 villes et l'importance des confessions. Oui, bien sûr. Alors, soyons honnêtes, ce que de temps en temps les chercheurs peuvent être quand ils sont un petit peu contraints. Quand on choisit des terrains, c'est les opportunités, bien sûr, qui tranchent tout. Voilà, on aurait pu aussi travailler sur Francfort et sur Hambourg, et puis nos collègues allemands sont partis avant qu'on ait obtenu les fonds, etc., etc. Bref, ce qu'on peut dire cependant, c'est que les 4 villes retenues présentent un intérêt. Elles présentent notamment, vous l'avez tout à fait perçu, l'intérêt que la confession dominante n'est pas la même. La confession dominante, supposément dominante à Paris, est bien le catholicisme, et la confession dominante dans les 3 autres villes, ce sont des variétés du protestantisme, avec une église officielle à Londres, une église officielle à Genève, pas d'église officielle, bien entendu, à New York, et un rapport entre l'église et la chapelle, comme on dit en Angleterre, entre la confession protestante principale, qui sont les épiscopaliens à New York, et les dissidences de toutes sortes, avec des rapports dissidence confession principale assez différents. Mais au fond, ce qui nous a intéressé peut-être dans le choix de ces différences confessionnelles, c'est que toute une partie de la, comment dirais-je, de la recherche qui prend en compte la dimension religieuse, comme on peut dire aussi, de la philanthropie, tend à rechercher un rapport entre les contenus dogmatiques ou les traditions propres à chacune des confessions et la façon de faire la charité. Voilà. C'est une hypothèse absolument légitime. Ce n'est pas celle sur laquelle nous avons travaillé. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir si la confession dominante et les confessions minoritaires la confession dominante, quelle qu'elle soit, avait des traits communs, et le rapport aux confessions minoritaires variait. Comment dirais-je, selon le contexte urbain. Et de ce point de vue, je trouve qu'on a un peu établi que plus que le fond des choses, c'est leur forme sociologique qui entraîne des différences de pratique. Ça, je pense que c'est une sorte de résultat. Que dire d'autre encore? L'argent. Eh bien oui, l'argent, on n'a pas pu travailler dessus, tout simplement parce que notre source n'en fait pas état. Et je pense que tant qu'il n'y a pas un travail extrêmement fin sur les archives d'un certain nombre d'œuvres importantes, on n'avancera pas sur cette question. Or, les archives des œuvres philanthropiques, qui sont des institutions éminemment fragiles pour la plupart d'entre elles, eh bien tout simplement, on ne les a pas retrouvées ou elles ont disparu. Donc, il y a un gros problème d'argent, si je puis dire. Bon, on peut avoir une opinion sur, parce que comme on connaît la suite, on peut avoir des hypothèses raisonnables sur cette affaire, en particulier que les États-Unis ont fabriqué une économie charitable qui maniait suffisamment de fonds pour financer des professions, financer des salariés, créer le métier de social work, etc., etc., tandis que bon, l'équivalent français ne s'est pas produit et les professionnalisations du métier d'infirmière ou du métier de travailleur social se sont opérées avec des fonds publics dans des institutions publiques plutôt que dans des institutions privées pour des raisons liées à l'absence d'économie charitable solide, sauf peut-être dans le secteur mutualiste en ce qui concerne la France. Mais ce que je vous dis là, c'est plus au fond ce qu'on peut savoir en fréquentant la littérature sur le sujet que ce qui tient à notre enquête à proprement parler. Je ne voudrais pas être trop long. Peut-être un mot sur la statistique. Alors, Michel, la statistique a bien changé depuis la Beauce. Voilà. C'est-à-dire qu'on a arrêté. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le chapitre sur les congrès, c'est vrai. Mais pour le reste, on a arrêté de faire des comptes. On a arrêté de prendre des objets, des gens en l'occurrence, de les mettre dans des boîtes, de les classer et puis de compter combien ça faisait. Hein, ce n'est pas comme ça qu'on a travaillé. La statistique, le type de statistique, heureusement, dont on dispose aujourd'hui, c'est une statistique nominative. C'est-à-dire qu'à la fois, elle permet de décrire de vastes ensembles,
très vaste, plus de 2000 œuvres pour Londres et pour Paris, et sans jamais ne perdre de vue les individus qui la composent. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau méthodologique que nous ont fait les inventeurs de l'analyse de réseau, parce que justement, ce sont des outils puissants qui nous permettent de changer d'échelle de description sans cesse. Tantôt l'ensemble et tantôt, tout d'un coup, mettant la focale sur une petite zone, voire sur un individu qui joue un rôle particulier dans le réseau. Et ça, je pense que c'est un apport que nous avons pu avoir avec ce travail, c'est d'utiliser de tels outils statistiques et qui ne sont pourtant pas comptables. Voilà. D'où d'ailleurs la notion de sociographie, qui est une notion modeste en effet, mais qui est assez comment dirais-je, homogène avec celle de cartographie. Au fond, on a fait des cartographies du monde charitable. Hein, au fond, tous ces graphes, on peut les regarder comme des cartes sociales de relations, comme vous l'avez très bien pointé tout à l'heure, des relations entre des zones et entre des personnes. Cartographie, sociographie de la philanthropie. C'est ce que nous avons essayé de faire. Je ne veux pas être trop long. Michel, merci beaucoup, Christian. Michel, du coup, la parole est de nouveau à vous, cette fois pour aborder peut-être plus spécifiquement la question des femmes dans cet ouvrage. Alors, vous souhaitez que j'intervienne maintenant ou après Gérard pour les généralités, non? C'est comme vous voulez. Écoutez, peut-être je vous propose de vous laisser la parole et puis ensuite on repartira dans une série d'interventions avec Gérard, si ça vous va. Eh bien, moi, ça me va très bien. Allons-y. Tout à fait bien. D'abord, merci pour tout ce que vous avez dit, Christian. Ça m'amuse beaucoup tout ce que vous dites. On n'en est plus, heureusement, à la statistique labroussienne. Je l'ai bien vu, naturellement. Dans cet ouvrage, c'est tout à fait autre chose, bien entendu. Alors donc, quelques petites remarques sur la philanthropie et la place des femmes. Vous y consacrez un chapitre important. Alix, je crois, en est un peu le maître d'œuvre, si j'ai en partie, enfin, c'est très important. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a eu quand même pas mal de travaux de la part des femmes, des féministes, peu importe, des historiennes, etc. Parmi ces travaux, j'ai trouvé particulièrement intéressant les travaux de Françoise Battagliola, parce qu'elle elle est moins descriptive et plus problématique. Et il y a 2 articles d'elle, aussi bien dans TGS que dans les annales de publications démographiques, qui sont évidemment très, très intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une thèse que vous contestez, à juste titre, bien sûr, c'est qu'on a fait, moi comprise d'ailleurs, de la philanthropie une des matrices du féminisme. Hein. De nombreux auteurs ont défendu cela. Hein. Moi, dans l'histoire des femmes que j'ai co-dirigée avec Georges Duby, dans le 19e siècle, j'ai consacré un chapitre qui s'appelle « Sortir », parce que je voyais, étant donné les difficultés d'entrer dans l'espace public, qui sont un problème majeur de l'histoire des femmes, je voyais dans la philanthropie un moyen pour les femmes de sortir du foyer, de s'impliquer dans la cité, de développer une expertise du social avant la politique, puisque de toute façon la politique, elles en sont complètement exclues, et que d'autre part, les liens fondamentaux des femmes avec le soin, le corps, le care, comme on dirait maintenant, tout cela, évidemment, se trouvait sous-jacent à la philanthropie. Alors, ce qui ressort de votre enquête, c'est que c'est vrai, en partie, mais enfin qu'il faut quand même nuancer énormément cette thèse. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que votre livre confirme de manière éclatante la hiérarchie des sexes dans ce domaine-là comme dans tous les autres. Hein. Dès qu'il s'agit de pouvoir et de visibilité, eh bien la philanthropie est un monde d'hommes, hein, aux mains des hommes. Peut-être surtout à Genève, dites-vous. Vous dites de Genève très viril et très rustique. Je ne sais pas si les Genevois apprécieront cette appréciation, mais peut-être convient-elle tout à fait à l'époque 1900.
tout de même, il y a eu les diaconesses. Est-ce qu'elles étaient genevoises, est-ce qu'elles étaient londoniennes? Je ne sais pas, mais les diaconesses, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Et dans une moindre mesure, à Paris, c'est plus vrai, ce rôle des femmes, finalement à New York. Hein. À New York, où la philanthropie est plus variée, plus diverse, on s'aperçoit que les femmes ont un rôle plus important. Par exemple, vous citez pas mal de noms. Il y en a une qui serait très, très intéressante, je pense, Joséphine Shaw Lowell, hein, qui intervient, qui a des accès à la direction de toutes sortes d'œuvres, etc. Mais de manière générale, les femmes ne dirigent pas, ou quand elles le font, c'est plutôt dans des domaines périphériques, hein, considérés comme périphériques. Et aussi les domaines qu'elles ont toujours en propre. Les enfants, la maternité, la jeune fille. Or, la jeune fille, Dieu sait, si on a dit des choses sur la protection de la jeune fille, les pauvres, hein, les philanthropes hommes dédaignent un peu les pauvres. Ça, c'est un peu pour les femmes. Eux, ils préfèrent le travail, les chômeurs auxquels on va donner du travail, etc. Les femmes aussi, mais quand même les pauvres, on leur laisse pas mal. Alors, à propos du pénitentiaire, dont vous parlez beaucoup, je voudrais au passage signaler quelque chose que je n'ai pas vu pour une fois, l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare. L'œuvre des Libérés de Saint-Lazare est une œuvre gérée par des protestants. Et là, on retrouve l'intérêt des protestants pour la question pénitentiaire. C'est passionnant, hein, parce que c'est pour nos sœurs tombées, comme elles disent, et par conséquent, il y a à la fois le souci de la pauvreté et de la morale, avec un bulletin qui existait uniquement pour cette œuvre-là, pour la prison de Saint-Lazare, et qui est d'un très grand intérêt. Vous signalez le rôle des femmes, évidemment, dans l'abolitionnisme de la prostitution. Et j'imagine que ça n'a pas été facile en France. Peut-être c'est une question que je vous adresse et que j'adresse à Alix en particulier. La France étant le pays du réglementarisme, était évidemment pas du tout abolitionniste. Alors là, j'imagine qu'il y a eu des conflits qui sont peut-être intéressants. Ce que je remarque aussi quant à la participation des femmes, c'est ce que vous dites à propos des congrès. Elles n'ont pas un rôle particulier dans les congrès généraux. De manière générale, c'est le cas de le dire, quand il s'agit de réforme sociale, les hommes sont là. Hein, c'est parce que ça frise la politique. Et par conséquent, ça n'est pas l'affaire des femmes. Mais heureusement, il y a des congrès de femmes. Et notamment en 1900, il y en a eu plusieurs à Paris, notamment à Paris, et là, par conséquent, on retrouve pas mal de femmes. Et il faut remarquer, au passage, le rôle de propédeutique qu'ont joué les congrès internationaux pour les femmes à cette époque-là. Ça a été une véritable propédeutique en deux domaines en particulier, la prise de parole, la parole. Parler en public. Les tribunes des congrès ont été des congrès d'initiation à la parole qu'évidemment les femmes les plus actives ont utilisé. Et d'autre part, le voyage. Hein. Voyager autrement que pour le loisir, voyager pour des choses utiles, hein, fréquenter d'autres personnes spécialistes dans les autres pays, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la philanthropie, mais que l'on trouverait évidemment dans beaucoup d'autres domaines. Alors, voilà, quelle question je pourrais vous faire à cet égard? Évidemment, le rôle des facteurs religieux. Ça, mais là, on retrouverait les questions précédentes. Le processus de laïcisation à Paris. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que vous soulignez à plusieurs reprises, et qui est d'autant plus intéressant que les congrégations religieuses
à la limite, ce n'est pas la philanthropie des congrégations religieuses, c'est l'exercice normal de la religion, mais quand même, il s'est passé tellement de choses à cette époque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la laïcisation a été très lente, en définitive, puisque l'on retrouve des religieuses dans les hôpitaux bien après, en plein XXe siècle, encore. Encore. Par exemple, à la préfecture de police de Paris, jusqu'à une date très récente, c'était encore des religieuses qui s'occupaient, et ça, c'est pas la philanthropie, c'est le rôle des institutions. Alors, bon, au bout du compte, quel est le rôle réel des femmes philanthropes? Alors, il y a aussi une remarque importante que vous faites qui me paraît très juste, c'est qu'il y a une hiérarchie sociale dans la philanthropie. Les femmes philanthropes, quand elles ont du pouvoir, elles emploient d'autres femmes, un petit peu comme les bourgeoises, au fond, emploient des domestiques. Et là, par conséquent, on voit bien que la conscience de genre n'est pas nécessairement une conscience unitaire. Le social interfère, comme toujours d'ailleurs, avec le genre. Ceci dit, il y a beaucoup de choses à prendre, même si c'est en mineur, même si vous avez raison de dire que ça n'est pas une voie royale pour le féminisme, et nous le savions déjà depuis un certain temps, il y a tout de même un exercice de l'espace public qui se fait, me semble-t-il, à travers la philanthropie. Voilà, en gros, je crois que j'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe vite. Merci beaucoup Michel. Je vais passer la parole à Alix Henniger pour quelques éléments de réponse. Merci beaucoup Alix. Merci Nicolas, merci Michel. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir entendu aujourd'hui et je vais revenir aussi je vais faire une réponse un peu en 3 temps. D'abord sur le livre, ensuite sur les pistes de recherche que vous avez formulées. Et puis après, je me permettrai de revenir brièvement sur cette question de l'argent que nous ne traitons pas dans ce livre-là, mais que j'ai eu l'occasion de traiter dans une autre recherche. Et effectivement, comme vous, je trouvais que l'argent était un aspect important et souvent sous-estimé en fait, des recherches sur la philanthropie et sur le travail social. Alors d'abord sur les questions qui concernent le livre. Alors effectivement, on cite souvent Joséphine Shaw-Lowell comme l'exemple de l'investissement des femmes dans la philanthropie, mais comme on le voit dans le chapitre, elle ressort plutôt de l'exception que de la règle, puisqu'elle siège elle-même dans un comité massivement composé d'hommes. Et puis, je ne crois pas que la conclusion du chapitre, ce soit que la philanthropie n'a pas été un espace qui a permis aux femmes de sortir, justement, comme vous le dites, dans l'histoire des femmes au XIXe siècle. C'est un chapitre qui est extrêmement inspirant aussi pour l'histoire de la philanthropie, mais plutôt que même si ces femmes ont pu sortir grâce à la philanthropie et au travail de bienfaisance, elles sont néanmoins restées dominées, elles sont néanmoins restées dans un univers qui était dominé par les hommes et que c'était souvent sous contrôle des hommes qu'elles pouvaient avoir ces activités charitables. Or, si on regarde les choses d'un petit peu plus près et puis qu'on va regarder justement les archives de ces organisations philanthropiques, et c'est ce que je suis en train de faire aussi dans une comparaison entre une œuvre parisienne, qui est l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare, dont j'ai vu les archives et le bulletin, et une œuvre new-yorkaise qui poursuivait un peu les mêmes buts, c'est que parfois il y a une émancipation des femmes, notamment à New York. À un moment donné, les femmes qui font de la réforme des prisons décident qu'elles en ont marre de travailler sous la tutelle des hommes et elles sortent de l'association mixte pour créer une association uniquement féminine. Et dans cet exemple-là, si elles le font, c'est aussi parce qu'elles en ont marre que les hommes aient le contrôle sur l'argent et sur la gestion du home pour femmes libérées qu'elles gèrent dans le cadre de cette association. Donc, elles décident de s'émanciper aussi de cette manière-là. Donc, pour nous donner un des exemples. Mais effectivement, je pense que la philanthropie est un espace qui leur permet de sortir, mais un espace où elles restent dominées par les hommes. Sur la question du processus de laïcisation et de Paris, effectivement, c'est une des spécificités de Paris, cette forte, très très forte présence des congrégations religieuses que nous avons traitées dans l'analyse de réseau comme des personnes. Chaque congrégation religieuse est représentée comme une personne. C'est une manière de les traiter tout en intégrant cette spécificité parisienne, ce qui est aussi une exigence, à mon avis, du travail comparatif, de pouvoir comparer 4 villes et 4 situations philanthropiques pied à pied.
Il est vrai aussi que le facteur religieux joue un rôle dans la place qui est réservée aux femmes à l'intérieur de ces organisations philanthropiques, puisque les femmes sont clairement très, très nombreuses dans ces congrégations religieuses, même si cette multitude est masquée par l'étiquette de la congrégation religieuse elle-même, alors que dans les autres villes, elles apparaissent plus sous la forme d'une individualité. Et d'ailleurs, à Paris et à Genève, elles jouent un rôle extrêmement important à l'intérieur du réseau, puisqu'elles permettent de connecter des espaces qui ne le seraient pas si on les retirait de cet ensemble. Et puis cette question aussi du rôle de la question des hiérarchies sociales à l'intérieur du groupe des femmes dans la philanthropie, moi j'ajouterais encore un étage en plus qui, à mon avis, est intéressant d'examiner, et c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire vous avez les dames philanthropes qui sont dans le comité, qui exercent le pouvoir dans ces organisations, celles qui travaillent pour elles, les directrices, les matrones à New York ou les diaconesses à Genève. Et puis tout en bas de cette hiérarchie, il y a aussi les usagères, toutes ces femmes qui viennent chercher un secours dans ces œuvres philanthropiques. Et l'exemple de l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare est un bon exemple à cet égard, puisqu'on voit une combinaison des efforts masculins et féminins à l'intérieur du comité, avec une division du travail qui est extrêmement claire, des employés qui travaillent dans les asiles de l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare, qui sont les directrices, mais qui sont censées aussi avoir un comportement un peu maternant avec les femmes qui entrent dans ces asiles et avec leurs enfants. Et enfin, il y a les femmes qui vivent dans ces asiles, qui sortent de prison et qui peuvent y trouver un espace de répit avant de trouver une place ou de se réinsérer dans la société. Donc ça, pour moi, il y a vraiment un aspect très intéressant sur cette question-là. Et puis, donc effectivement, je vais dans votre sens en ce qui concerne l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare. C'est une étude de cas extrêmement intéressante que j'ai pu faire ces 2 dernières années. Et puis, la question des congrès, qui est également une question très, très intéressante, puisque non seulement il y a cette question de la prise de parole en public, le fait de voyager, qui exige une disposition en temps et en argent assez importante pour ces femmes à cette époque, mais la possibilité de vivre une expérience qui était complètement extraordinaire, même pour les femmes de leur milieu, quitter la France pour se rendre aux États-Unis, comme l'a fait Isabelle Baugelot à 2 reprises, rencontrer les réformatrices américaines qui militent pour le droit de vote. Et il y a une forme de ce que la littérature anglophone appelle l'empowerment, de rencontrer des femmes qui mènent la même lutte ou une lutte proche dans d'autres endroits dans le monde et qui est, à mon avis, extrêmement forte. C'est aussi des espaces de sociabilité, puisque par exemple au Congrès de Londres en 1899, le congrès du Conseil international des femmes, les femmes sont reçues par la reine d'Angleterre, ce qui montre aussi qu'on leur donne un certain espace et une certaine une légitimité aussi à leur action. D'ailleurs, on voit dans les actes des congrès qu'elles se sentent de plus en plus légitimes et qu'elles considèrent que le progrès social général va amener aussi un progrès dans la condition des femmes et dans la progression de leur place dans la société. Peut-être juste encore un mot, je ne veux pas faire trop longtemps, mais peut-être encore juste un mot sur l'argent. Alors, c'est effectivement extrêmement intéressant parce qu'on voit que si on regarde les archives des œuvres ou simplement les bulletins des œuvres, on voit qu'il y a différents types de financement. Il y a un financement qui est extrêmement symbolique, c'est les dons à la mémoire des personnes décédées, mais qui sont parfois des dons aussi très, très importants. Il y a les dons réguliers, les personnes qui donnent. Les œuvres, d'ailleurs l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare fait ça aussi, les œuvres dans leur bulletin ont une espèce de vitrine à la fin où tous les noms de toutes les personnes qui ont consenti un don un tout petit peu substantiel sont affichés et listés. Et puis après, il y a d'autres types de dons qui sont les dons de masse et les tout petits dons. Et les œuvres que vous avez évoquées de protection de la jeune fille sont championnes dans l'organisation de réseaux de tout petits dons autour de collectrices qui vont récupérer des dons jusqu'à 5 centimes ou 1 centime ou 2 centimes, mais des dons réguliers, pour ensuite créer une masse de ressources charitables pour l'œuvre, et notamment pour les œuvres de protection de la jeune fille. Et ce qui est intéressant aussi dans ces mécanismes de dons, c'est qu'ils servent à la fois donc, à collecter de l'argent, mais ils servent aussi à apprendre des valeurs au public qui sont celles de la probité, de la régularité et de l'économie. Donc, c'est un peu une philanthropie qui s'adresse à la fois aux donatrices et aux donateurs, et comme donatrices et comme donateurs, mais aussi comme cible de l'inculcation d'un comportement réformateur. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos remarques.
Ah oui, et j'en profite aussi pour saluer plusieurs auteurs du livre qui sont là, que j'ai pu apercevoir à travers l'écran. Stéphanie Ginalski, Chris Leonard et Nico Ronderad. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Et tu touches le point vraiment majeur qui est abordé dans la conclusion de la relation entre les philanthropes et les destinataires ou les bénéficiaires. Donc, ça ouvrirait beaucoup d'interrogations, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet maintenant. Je vais donner la parole à Gérard Noiriel. Donc, Gérard, la parole est à toi. Oui, eh bien, étant donné que le temps a déjà beaucoup passé et que Oui. vous souhaitez maintenir un Non, format d'une heure, je vais peut-être… Prends le temps que on peut aller. C'était une indication, on n'est pas minuté, donc prends le temps de voilà. Si on pouvait tenir en 1h30 globalement, on est à 3/4 d'heure, donc on se laisse cet espace-là. Alors, puisque vous m'en donnez la possibilité, je vais commencer par quelque chose qui vous paraîtra peut-être un peu anecdotique. C'est que moi, j'ai rencontré la question de la charité, de société charitable, à Paris en 1900, par en bas, je dirais, parce qu'il y a une dimension quand même qui n'apparaît pas évidemment dans les répertoires, mais c'est que, et on rejoint la question économique qui était présentée tout à l'heure, c'est que l'un des moyens d'obtenir des ressources, c'est aussi d'organiser des fêtes. Hein. Et moi, j'ai travaillé donc sur l'histoire du clown chocolat. Et donc, le clown chocolat, 1900, c'est l'apogée. Hein, c'est l'artiste, l'un des artistes les plus célèbres en France. Et il est sollicité constamment par les sociétés charitables, y compris aussi par les sociétés mutuelles d'artistes, etc., pour voilà, animer des séances qui attirent du public, qui donnent de l'argent, etc. Donc, c'est une dimension peut-être qui serait intéressante de voir qu'est-ce qui est tous les acteurs qui sont finalement mobilisés autour de ces sociétés-là, parce que je ne crois pas que il y ait simplement les organisateurs et les bénéficiaires, il y a aussi des intermédiaires comme ça qui n'apparaissent pas fréquemment dans les sources, hein, mais qui ont joué un rôle important. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup intéressé parce que c'était pour eux aussi un moyen, pour cet artiste qui était un ancien esclave, etc. Enfin, c'était un moyen de s'intégrer aussi dans cette société, je dirais qu'on appelait la high life, hein, de la fin du 19e siècle, qui était au cœur des logiques aussi de charité. Voilà, alors, pour le reste, mais peut-être je rassemblerai les deux choses que j'avais prévu de dire à deux moments successifs, parce que finalement, il y a un lien entre les deux. Je ne vais pas redire tout ce que Michel a dit parce que franchement, c'est aussi ce que je partage, c'est-à-dire l'admiration pour ce travail formidable. Il faut peut-être soi-même avoir été, comme on dit souvent, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire faire de la recherche empirique, manier des sources, conjuguer aussi des espaces différents, etc., pour se rendre compte de la somme de travail qu'il peut y avoir dans votre livre. Et donc, je trouve ça tout à fait formidable et c'est un modèle, je crois, qu'on peut donner aussi à toute la jeunesse qui aime l'histoire et qui a envie justement de se lancer dans ce genre de travail. Et alors, ce que j'ai apprécié aussi, c'est effectivement les réflexions d'ordre méthodologique qui ouvrent donc les premiers chapitres. Et en complément de ce qu'a dit Michel, je voulais souligner un point qui m'a paru intéressant, c'est que vous ne donnez pas de définition a priori de ce qu'est la charité, ni la philanthropie. Vous dites d'ailleurs même qu'on peut prendre l'un pour l'autre, etc. Alors, c'est à la fois un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. L'avantage, c'est effectivement, ce n'est pas à vous aujourd'hui d'aller dire, eh bien, la philanthropie, c'est ça, c'est pas la philanthropie, etc. Mais ça donne une masse, évidemment, de choses extrêmement hétérogènes. Je crois que vous le dites aussi dans le livre, depuis l'assistance aux pauvres, les asiles, l'aide aux malades, les œuvres éducatives, l'épargne, les mutuelles, les dispensaires, etc. Et donc, on se dit, oui, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur dans ces logiques-là? Est-ce que ça n'appartient pas finalement à des problématiques différentes qui sont peut-être un peu artificiellement mises en commun? Mais comme vous le dites vous-même, c'est aussi le regard, c'est-à-dire c'est la classification qui est faite par les acteurs de l'époque, c'est-à-dire ceux qui rédigent ces inventaires, etc. Donc là, il y a une sorte de problématique au niveau de la méthode, des classifications, des catégorisations, comme on dit, qui est intéressante et qui pourrait être creusée. Alors, ce qui m'a apparu aussi, c'est que autant quand il s'agit de définir ce qu'est la charité, là, finalement, vous faites confiance aux acteurs, c'est à eux de le faire,
Mais lorsqu'il s'agit d'analyser les raisons qui poussent les individus à s'engager dans ces actions, là, vous ne reprenez pas à votre compte les raisons morales, la plupart du temps, qui sont avancées par les acteurs. Là, vous avancez des raisons critiques qui relèvent évidemment des ressources que nous fournissent les sciences sociales, c'est-à-dire ce que Max Weber appelait voilà, les élites, c'est ce qu'il appelait la théodicée de leurs privilèges, en gros. Bon, ils justifient leurs privilèges en disant qu'ils font des bonnes actions. Ça, c'est l'enveloppe globale. Et à l'intérieur de cette légitimation morale, vous montrez évidemment qu'il y a des enjeux qui sont surtout internes aux différentes fractions des classes privilégiées, entre des classes montantes qui essayent de mobiliser la charité pour se faire une petite place et être reconnus dans ce monde-là, les établis qui, eux, font tout ce qu'ils peuvent pour refermer leur univers traditionnel, et puis la rupture de la Troisième République qui finalement va permettre des sortes de reconversions pour un personnel qui était en place sous le Second Empire et qui voilà, est écarté, mais qui réussit, surtout grâce à la République, je dirais opportuniste, hein, à se recaser dans différentes institutions qui ont un lien avec le monde de la charité, donc cet espace de reconversion. Il y a également, ça je ne veux pas y insister, ce qui est dit, les raisons propres aux femmes, qui sont d'accéder peut-être à l'espace public, même si c'est dans un rôle dominé, je dirais, par rapport aux hommes, mais qui permettent, ça a été bien dit tout à l'heure, quand même d'avoir un petit tremplin pour finalement sortir de leur enfermement domestique. L'autre élément extrêmement intéressant, moi je suis d'autant plus admiratif que je n'ai jamais vraiment fait de comparatisme dans ma carrière, c'est le choix évidemment de 4 villes comme ça qui permettent de confronter, de nous sortir de nos logiques peut-être nationales pour montrer comment les points communs, les différences entre les principaux acteurs, disons, de ces 4 villes. Alors, là où je pense qu'on peut voir un problème, donc c'est autour de ça que je voudrais poser mes propres questions, c'est que donc moi j'ai abordé dans ma thèse notamment, et ensuite voilà, dans mes recherches sur le monde de la sidérurgie lorraine, une dimension, je me dis, est-ce qu'il faudrait que je case ça à l'intérieur de la sphère charitable ou pas? C'est donc l'univers du patronage. L'univers du patronage, et moi j'ai essayé de montrer qu'on était passé, justement, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, du patronage au paternalisme, souvent confondu, moi je pense qu'on ne peut pas le confondre, mais le patronage, oui, c'est le play. Hein, donc vous en parlez à un moment donné, quand vous parlez de l'establishment réformateur, une formule d'Alain Cotreau, à Paris, dans le sous-réseau des œuvres donc, qui regroupe les établissements industriels. Et vous en parlez à propos de leur localisation, je crois que c'est dans le boulevard Saint-Germain, mais pas tellement dans leur mode d'action. Or, les modalités d'action de ce type de réseau me semblent assez différentes quand même de celles que vous évoquez. Hein. Dans le mouvement leplaisien de la réforme sociale, par exemple, son rayon d'action est d'ailleurs en dehors des villes. C'est tout le problème quand on a concentré dans des villes. Je crois que vous dites à un moment donné que c'est là que se joue l'essentiel de la charité. Si on étend au patronage la notion de charité, eh bien, il faut voir qu'en France, surtout, il y a une autre dimension. C'est celle de construction d'une classe ouvrière dans des régions qui ne sont pas justement urbaines. C'est les mines de fer, les usines, c'est Schneider, voilà, le bassin de Longwy, de Wendel, etc., qui, eux, vont utiliser des ressources qui viennent de cet univers de la charité catholique, etc., mais dans une logique qui vise à enraciner un monde ouvrier, et tout en préservant un lien entre le monde rural et le monde industriel. Donc c'est un anti-urbain, on pourrait dire quelque part. C'est très clair dans les écrits de Leplay. Et la morale de Leplay, c'est pas, on a eu beaucoup de débats sur Leplay, mais c'est pas une morale réactionnaire, c'est plutôt responsabiliser aussi le patronat, la lutte contre l'anonymat, c'est de dire, bah oui, vous êtes chef d'une entreprise, vous devez être placé sous le regard de vos ouvriers. Il y a donc le problème du lien direct là qui est posé. Et c'est dans cette logique-là que s'installe donc des œuvres sociales qui passent par la petite maison, le jardin, mais aussi l'école ménagère ou l'église aussi, etc. Donc là, il y a une logique qui est un peu distincte de celle qui concerne les grandes villes. Et
qui pose aussi la question, je vais en dire un petit mot, du rapport entre les hommes et les femmes. Mais je dirais à la fois avec des points communs avec tout ce qui vient d'être dit, mais aussi des différences. Moi, je l'ai étudié dans le bassin de Longwy, justement, où on voit effectivement les femmes des maîtres de forge qui prennent en charge les œuvres sociales. Et donc là, elles ont un petit rôle, il faut dire que accéder à l'espace public à Longwy, ce n'était pas une très grande promotion sociale, hein, parce que c'était quand même des milieux très, très confinés. Mais enfin, voilà, elles sont un petit peu dans l'establishment local. Elles parlent, voilà, à l'église, elles ont le premier rang, etc., etc. Mais quel est leur rôle au fond? Eh bien, elles ont un rôle de domination d'autres femmes. Et c'est là que la question des classes sociales qu'évoquait Michel tout à l'heure revient, puisqu'elles sont. Il faut fabriquer des ouvrières aussi, enfin des femmes d'ouvriers, parce qu'évidemment, c'est femmes de sidérurgistes. Et donc, à partir de paysannes qui viennent de l'immigration, italienne, polonaise, etc., eh bien, ces femmes qui contrôlent les œuvres sociales, donc les femmes de sidérurgistes, voilà, elles sont omniprésentes pour leur dire dans les écoles ménagères comment on fait pour faire la cuisine de manière la plus économique possible, comment on cultive un jardin. Enfin, il y a toute cette dimension-là qui est aussi une dimension de genre et qui montre la complexité des relations dans ce monde naissant de la sidérurgie, donc les rapports aussi entre hommes et femmes selon les différents milieux. Alors j'enchaîne directement sur ce que je voulais dire dans la deuxième partie, c'est ce qui concerne donc la conclusion de Christian sur un monde en train de s'effacer. Alors là, ça pose des questions, je trouve intéressantes aussi d'un point de vue méthodologique. C'est le leitmotiv des conservateurs qui déplorent au tournant du siècle, et puis de plus en plus après, finalement, l'affaiblissement de la charité traditionnelle, en disant, eh bien oui, c'était un face-à-face compassionnel qui poussait les élites à soulager la misère. Donc il y a cette idée que le face-à-face crée une obligation. Et donc, moi, je trouve ça intéressant parce qu'on touche à une dimension subjective, émotionnelle, qui est, vous voyez, l'identification. De même, je pense qu'on peut facilement comprendre ça aujourd'hui quand on voit quelqu'un dans la rue qui fait la manche ou quoi, on est ému, il y a quelque chose qui nous touche. Donc, cette dimension-là, qui était défendue par les conservateurs et qui a été critiquée, comme il est dit dans la conclusion, par les réformateurs qui prônaient la législation sociale, le droit social, elle crée une sorte d'espace commun qui, d'ailleurs, faut partager un langage commun pour pouvoir s'opposer les uns aux autres, mais qui relève d'un univers, je trouve, extrêmement intéressant, parce qu'il y a une mutation extraordinaire d'un point de vue sociologique qui se produit, qui est le passage, on pourrait dire, d'une société qui reposait principalement sur les liens directs à une société où progressivement, eh bien, comme disait Norbert Elias, on a une extension des chaînes d'interdépendance. C'est-à-dire, de plus en plus, on entre dans un monde où les relations entre les personnes sont médiatisées, soit par des intermédiaires qui sont les bureaucrates, soit par des institutions, des organisations, etc., etc. Et je pense que c'est toutes ces questions-là qui est sous-jacente finalement à ce débat. Et voilà, c'est une des dimensions intéressantes quand on veut comprendre comment on est passé après à l'état social. Mais se greffe alors là-dessus, évidemment, ce que j'ai appelé la nationalisation de la société, c'est-à-dire effectivement la question de la nationalité. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que dans ces formes classiques de la charité, le fait que les individus, par exemple pour la France, mais ça vaut aussi pour les autres villes qui ont été étudiées, le fait qu'on soit de nationalité, je dirais, américaine, française, suisse, etc., jouait un rôle ou pas? Moi, quand j'ai travaillé sur les bureaux de bienfaisance, ce que j'ai observé, c'est que jusqu'à la fin du Second Empire, ce n'était pas le critère de la nationalité qui comptait, c'était le critère de l'appartenance locale de la ville. Il fallait avoir vécu 4, 5 ans, 3 ans, ça dépendait des lieux, des bureaux, dans la même ville pour avoir droit au secours. Avec la Troisième République, on efface ce critère de la localité pour un critère national. Il faut être français. Et ça va être d'ailleurs un drame. On voit dans le livre que j'ai fait sur les aigues-mortes, sur le massacre des Italiens, quand on a donc des centaines d'immigrés italiens qui sont blessés, on les dirige vers l'hôpital de Marseille, et l'hôpital de Marseille ne veut pas les soigner, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas français. Il y a toute une polémique qui s'installe, qui prend même une dimension diplomatique avec l'Italie, autour de ces questions, de ces enjeux-là de nationalité. Donc ça, c'est un point intéressant, et on pourrait dire que on peut le mettre au crédit des anciennes sociétés charitables. Elle avait un point de vue peut-être qui était plus ouvert que le point de vue national qui s'impose avec la République.
Lié à ça, alors là, c'est une question, vous avez peut-être la trouver absurde, je ne sais pas, mais puisque vous dites, je crois que c'est dans tout début de l'introduction du livre, que finalement, aujourd'hui, il y a un retour vers la philanthropie ou vers les discours sur la philanthropie. Moi, je me demandais, est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'on revient, grâce aux mutations technologiques, et notamment les réseaux sociaux, etc., à des formes de liens directs. Évidemment, ce n'est pas vraiment direct. Comme là, aujourd'hui, nous conversons ensemble, nous ne sommes pas comme si nous étions vraiment dans un amphithéâtre ou dans une salle en interaction. Mais quand même, ça nous rapproche de ces formes de liens directs qui avaient un peu disparu lorsqu'on communique que par une revue, que par l'intermédiaire d'un journal, etc. Donc je me demande s'il n'y aurait pas des connexions, ça pourrait être une hypothèse qui permettrait de comprendre pourquoi, de même qu'on voit la recrudescence, vous savez, du marchandage avec les Deliveroo, toutes ces formes de travail qui déconstruisent les formes classiques du travail ouvrier, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi là une dimension qui pourrait permettre d'expliquer le retour d'une forme de philanthropie et aussi donc d'une logique émotionnelle qui du coup reprendrait le dessus. Alors, dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport à la question des continuités, des ruptures. On voit bien qu'effectivement, le passage, l'institutionnalisation des formes de charité peut apparaître comme une rupture, mais moi je verrais quand même aussi une forme de rupture dans le passage du patronage au paternalisme. C'est parce que, bien que, par exemple, à partir d'Émile Chesson, donc le comité des forges, comité des houillères, etc., à partir du XXe siècle, vont récupérer un certain nombre d'éléments qui venaient de l'ancien système du patronage, on voit qu'il y a une rupture qui s'introduit parce qu'il faut qu'ils gèrent des masses d'ouvriers beaucoup plus importantes. Et à partir du moment où vous avez des usines qui ont 3 000, 4 000, 5 000 ouvriers ou 10 000 ouvriers, vous avez forcément des stratégies de segmentation du monde ouvrier. Moi, ce que j'ai observé à Longwy, c'est-à-dire qu'il y a une fausse image qu'on peut avoir du paternalisme si on regarde les photos qui étaient prises par le comité des forges ou même les brochures qu'ils faisaient, où on voit des belles cités ouvrières alignées, etc. Mais ces cités, là, ces logements, ils n'étaient destinés qu'aux ouvriers qualifiés. Or, la grande majorité des ouvriers, c'était des manœuvres, c'était des ouvriers non qualifiés qui étaient immigrés, qui ne faisaient que passer. Il y a un turnover extraordinaire et ces gens-là ne sont pas du tout concernés par les œuvres sociales. Ils les alimentent parce qu'ils sont obligés de payer aux caisses, les caisses de secours, mais ils n'en bénéficient pas. Donc, il y a une restructuration qui s'opère et qui emprunte un certain nombre d'éléments classiques, mais qui les réinscrit dans une logique qui est celle, voilà, à la fois d'un État national, avec le nationalisme qui prend une grande importance, et aussi dans une logique eh bien, d'un monde dominé par la grande industrie. Donc tout ça, ça fait aussi, je dirais, des questions sur les formes de transition qui ne sont pas… le passage d'un monde à un autre, ce n'est pas uniquement le passage de la charité à l'état social. C'est beaucoup plus compliqué. Henri Hatzfeld a montré dans son livre sur l'histoire de la sécurité sociale comment le grand patronat français avait freiné des cas de fer pour empêcher, pour retarder le passage aux lois sociales en France. Et l'état social en France, il a été beaucoup plus tardif que dans d'autres pays, en raison justement de ce maintien d'une tradition qui venait du monde de la philanthropie et de la charité, mais adaptée aux réalités de la grande industrie, de façon à ce que le grand patronat de la grande industrie, du comité des forges, etc., puisse conserver une mainmise sur le contrôle de cette classe ouvrière-là. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça ne peut pas avoir été trop long et qu'on pourra en discuter, soit aujourd'hui, soit par la suite, parce que je trouve ça tout à fait passionnant. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Vous venez de citer l'ouvrage d'Henri Hatzfeld, du paupérisme à la sécurité sociale. C'est un petit peu à côté de l'objet du livre, donc je vais laisser Christian et Alix répondre, bien sûr, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser que la discussion que vous ouvrez, elle est très, très profonde, parce que la question de savoir si les initiatives philanthropiques ou patronales ont finalement empêché, retardé ou au contraire contribué à donner une espèce de stabilité à la classe ouvrière qui lui a permis ensuite de se déployer dans d'autres mouvements plus émancipateurs. Voilà, je pense que c'est une question que l'historiographie n'a pas fini de traiter, en tout cas n'a pas complètement tranché.
Mais voilà, j'arrête là pour le commentaire libre de votre passionnante intervention. Christian et Alix, est-ce que vous voulez répondre? J'imagine que oui. Christian? Alix? Oui, ben, peut-être qu'on peut prendre certains aspects l'un après l'autre, si ça te va, Christian, et puis que je commence. Alors moi, je voulais répondre sur 4 aspects, la question des élites, la question de l'espace, du monde ouvrier, la question des épouses et celle de la nationalisation. Alors déjà, très très rapidement, ce que j'ai d'abord, par rapport à votre première remarque sur le clown chocolat, ce que j'ai pu observer pour l'œuvre des Libérés de Saint-Lazare, c'est qu'effectivement, il existe des événements, souvent c'est des concerts qui sont organisés, des salles sont prêtées, on paye que le chauffage et l'éclairage afin de récolter de l'argent. Mais ce que je peux voir dans la comptabilité de ces œuvres, c'est que ce type d'événement ne rapporte finalement pas beaucoup d'argent en comparaison avec d'autres sources de revenus. Mais je pense qu'elles ont quand même, ce type d'événement a quand même une importance pour les œuvres, puisqu'elles permettent aussi de faire connaître l'œuvre au-delà et d'élargir justement le nombre de ses membres, et donc le nombre de ses cotisations, et le nombre des donateurs et des donatrices qui vont être appelés à donner un peu d'argent, soit au décès, soit au cours de la vie. Et puis, il y a des statuts aussi différents entre les donateurs. Il y a ce qu'on appelle les membres fondateurs, qui ne sont pas là depuis la fondation de l'œuvre, mais qui ont payé un peu plus cher pour obtenir ce titre. Après, sur la question des élites, c'était intéressant aussi ce que vous avez dit sur la partie émotionnelle, le fait qu'on donne parce qu'on est attristé par la situation d'un pauvre qui tend la main dans la rue. Eh bien, aujourd'hui, les études sur la philanthropie se sont beaucoup liées notamment aux neurosciences pour essayer d'observer très finement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne quand elle donne de l'argent, même quand elle donne de petites sommes. Et à Genève, il y a un centre sur la philanthropie qui a axé ses recherches principalement là-dessus, qui est sponsorisé par la famille de Rothschild, par Ariane de Rothschild. Et sans y voir vraiment une intention complotiste, on ne peut pas s'empêcher de penser que si les recherches payées par les grands philanthropes s'orientent dans cette direction, c'est aussi pour qu'on pose moins des questions du type est-ce qu'on n'est pas là en train qu'on évite de déconstruire l'image positive que les philanthropes essayent d'attirer autour d'eux grâce à la philanthropie. Notamment, on se souvient de Carnegie pour certaines raisons et pas pour d'autres. Bref, en tout cas, c'est une tendance qui est assez forte maintenant dans les études sur la philanthropie, pas les études historiques. Sur votre remarque concernant le monde de la sidérurgie en Lorraine, effectivement, les espaces industriels ne sont pas exclusivement et sont aussi beaucoup pas dans les espaces urbains. Et comme nous avions comme terrain d'étude 4 espaces urbains, ce monde ouvrier-là et ce patronage, ce paternalisme nous échappe en très grande partie. Et sur la situation genevoise, que je connais un petit peu mieux, on voit un peu dans la marge, et d'ailleurs l'analyse de réseau a bien montré le caractère, le fait qu'à l'intérieur de ce monde charitable genevois, les institutions qui sont proches ou qui ressortissent du mouvement ouvrier ont une position marginale quand on regarde le monde philanthropique à travers les organisateurs de la charité et à travers les élites locales, puisque les sociétés de secours mutuels ne sont pas dans les espaces les plus denses de cohésion sociale. Ils sont plutôt à l'extérieur, parce que les responsables de ces sociétés n'ont pas été répertoriés. Et j'ai pu observer un peu plus finement, notamment à travers les archives, ce type, ce que vous décrivez pour la sidérurgie, sur une fabrique de lime à Genève, où le patron avait mis en place justement une société de secours mutuel en cas de maladie et en cas de décès, et où toute une sociabilité entre ouvriers et patrons se créait autour de ces institutions, notamment le fait que dans le comité siège le patron, mais aussi des ouvriers. Le fait que la société va s'intéresser aux situations difficiles de certains ouvriers. Et puis, il y a une forme de fidélisation des ouvriers aussi à travers ça. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut observer quand on va regarder peut-être un petit peu plus finement à l'intérieur des archives. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que ce monde ouvrier apparaît, mais à la marge, puisque c'est le regard aussi des compilateurs des annuaires philanthropiques qui leur confère ce statut. Sur la question des épouses, oui, bien sûr, mais là, on retrouve cette question des hiérarchies, le fait qu'il faut former des épouses d'ouvriers, voire des ouvrières, notamment à travers ces cours
d'écoles ménagères, le fait qu'on va aussi essayer d'avoir un impact sur la famille, sur l'organisation de la famille, sur la limitation du nombre des enfants, et qu'effectivement les épouses des industriels jouent ce rôle qui doit sans doute faire partie complètement de leur tâche d'épouse de grands industriels. Et on voit aussi des grandes réformatrices comme Julie Siegfried qui étaient des épouses d'industriels et qui se sont lancées après davantage dans la réforme sociale. Donc parfois, elles dépassent aussi ce rôle qui leur a été assigné. Et puis, sur la question de la nationalisation, donc de nouveau, moi, je connais surtout le cas genevois. Et ce qui est intéressant à Genève, c'est que, en fait, jusqu'à une certaine date, l'assistance publique est réservée seulement aux Genevois. Donc, les Vaudois, les Fribourgeois, ceux qu'on appelle les confédérés, n'ont pas droit à cette assistance publique. Et petit à petit, ils vont être inclus de fait, pas par la loi, mais de fait dans ce droit à l'assistance. Et on va avoir un espèce d'élargissement de la communauté nationale, si vous voulez, qui n'est plus simplement restreinte aux Genevois, mais qui va s'élargir aussi aux confédérés. Parce que l'idée, et ça c'est une problématique très importante en Suisse, l'idée c'est aussi de fidéliser la main-d'œuvre, puisqu'en Suisse, l'assistance elle est due par la commune d'origine, normalement pas par la commune de naissance, mais vraiment par la commune d'origine. Donc, il est possible d'être renvoyé dans sa commune d'origine quand on n'y a jamais mis les pieds, encore au 19e et assez longtemps dans le 20e siècle, mais les cantons industrialisés vont conclure des concordats sur l'assistance pour éviter que la main-d'œuvre ne se déplace à cause des moments de chômage et pouvoir permettre Donc là, on voit très bien que la question nationale et la question de la classe sociale, la question ouvrière, elles sont très, très fortement imbriquées dans ces exemples-là. Et puis, voilà, je ne veux pas faire trop long, je laisse la parole, Christian. Merci en tout cas pour ces remarques. Christian est là. Christian? Il faut mettre ton micro. Voilà. Merci Gérard. Je trouve que tu nous dresses une sorte de programme qui montre que les études sur ce genre de sujet, connectées à d'autres aspects de l'histoire sociale, sont encore largement à développer. Je pense que ce n'est pas Nicolas Duvoux qui va te contredire là-dessus. Ça montre aussi que, en fait, tout ça, c'est un travail collectif qui doit être entrepris par bien des pôles d'initiative scientifique pour réussir à débrouiller tous ces aspects aussi divers. J'insiste sur le fait qu'au fond, nous, on a fait un choix d'objets qui, je crois, a son intérêt, mais qui a aussi évidemment ses limites. C'est évident à mes yeux que de travailler sur les raisons que se donnent les philanthropes, les hommes et femmes charitables d'agir, c'est un objet formidablement intéressant qui implique évidemment des sources toutes différentes de celles que nous avons utilisées. Et il y en a, il y a des correspondances, il y a des autobiographies. Dans ce genre littéraire-là, par exemple, on observe qu'il y a de façon réitérée ce qu'on pourrait appeler des récits d'illumination, c'est-à-dire c'est le moment où elle ou il a compris que enfin quelque chose devait être fait et que voilà, donc on a dans l'extrême singularité des récits personnels, je crois qu'on a un matériau qui peut nous montrer aussi leur caractère sériel, c'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des formes, il y a des mots dans lesquels ces raisons se donnent. Évidemment, c'est un objet formidable, c'est pas le nôtre. Le travail sur les pratiques est encore plus important. Que font-ils? Que font-elles? Et c'est aussi quelque chose qui doit être abordé par une autre source que la nôtre. Notre source, elle a ses limites, elle a ses qualités. Et je crois qu'on l'a choisi parce que, au fond, c'est autre chose qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était le pouvoir. Parce que les répertoires charitables, c'est de ça qu'ils parlent. Alors, je ne parle pas du pouvoir sur le peuple. Ça, c'est toute une discussion qu'on peut avoir. On peut avoir des opinions, on peut avoir des opinions nourries d'historiographie, mais bon, là encore, ce n'est pas notre enquête qui nous apprend des choses là-dessus. C'est le pouvoir en tant qu'il est partagé, contesté à l'intérieur d'un monde qui est le monde des gens qui comptent et dont la liste nous est donnée par les répertoires. Au fond, c'est ça qui nous a intéressés dans cette source, c'est que ces organisateurs de la charité nous donnent la liste
liste des gens qui comptent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette liste? Et comment est-ce qu'on travaille sur les gens qui comptent? Comment est-ce qu'on les analyse? Comment on examine leurs différences, leurs interrelations, leurs investissements différentiels dans les différentes zones, dans les différentes causes, etc. Au fond, on a peut-être utilisé les répertoires charitables comme un outil, comme une porte vers une sociologie ou une histoire des grandes bourgeoisies et des petites bourgeoisies urbaines de l'époque, au fond. Hein, on s'est peut-être un peu déporté vers ce genre de sujet. Et on n'est pas les seuls. Hein, il y a des travaux, notamment aux États-Unis, ce qui n'est pas un argument particulièrement important, mais enfin bon, il se trouve qu'il y a des développements extrêmement intéressants qui se font, qui reconnecte l'étude de la philanthropie avec l'étude des bourgeoisies urbaines. Urbaines, c'est là où les enjeux se placent pour elles, c'est pas là où leurs actions ont lieu. Et on est bien d'accord, Gérard, que, bon, pour t'avoir lu depuis bien longtemps, et bien que, évidemment, la grande industrie, elle est ailleurs, le patronage se transformant en autre chose que lui-même se passe pas dans les grandes villes, etc. En revanche, dans les grandes villes, c'est là où on se montre, c'est là où les industriels viennent. En fait, ce sont des gens, la plupart de ces gens, quand ils appartiennent aux couches véritablement supérieures, ils appartiennent à plusieurs lieux, toujours. Hein, l'aristocrate légitimiste qui réussit encore à se faire élire à l'Assemblée nationale, eh bien, il a son terroir et ses grandes propriétés dans le Cher ou en Lozère. L'industriel qu'on va rencontrer à Paris, dans des congrès charitables, il a évidemment ses lieux de pouvoir, ses lieux de production, ses lieux de profit ailleurs qu'à Paris. Que sais-je, le député ou le sénateur qui est installé, qui au Havre pour Siegfried, enfin bref, ce sont des gens qui fonctionnent très souvent dans divers lieux. Ce qui d'ailleurs pose des questions extrêmement intéressantes quand on veut étudier leurs adresses. Voilà. L'adresse d'un grand bourgeois, ça n'existe pas. Il y en a toujours plusieurs et il faut savoir les interpréter. Donc, ce monde-là est un monde comment dirais-je, pluriscalaire du point de vue des lieux qui comptent pour eux, mais il y a quand même un lieu central, c'est la haute société parisienne. Et à cet égard, la question du pouvoir se pose, à mon avis, se rencontre dans les répertoires de trois façons. La première, c'est au fond les rapports, ce qu'aux États-Unis on appelle le social game, hein, le jeu social entre ceux qui montent et ceux qui empêchent ceux qui montent d'entrer, quoi. Voilà. Qui fait partie de la society, qui fait partie de la haute société du tout Paris, etc. Par parenthèse, le très beau tableau que nous avons, certains d'entre nous, à l'arrière, est une image merveilleuse, peinte par un dénommé Grune en 1911, du tout Paris, tel qu'il se réunit au Salon des artistes parisiens. Voilà. Au fond, notre objet, on l'a derrière nous en ce moment. Hein. C'est-à-dire, c'est ce monde-là qui est un monde on va dire, de compétition mondaine. Et à cet égard, le cas new-yorkais, je le trouve extrêmement intéressant. J'ai mis du temps à comprendre que tous ces grands noms, il y a aussi des noms plus petits, mais tous les grands noms qu'on rencontre à New York, ce sont des gens qui appartiennent au vieux patriciat new-yorkais, dont les familles remontent à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont des négociants qui, évidemment, ont su se reconvertir à temps dans la finance, dans l'assurance, etc. Mais ce sont fondamentalement des gens qui appartiennent à cette haute société traditionnelle de New York. Tous. En revanche, les grands magnats, les nouveaux riches, les barons voleurs, comme on disait aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, ils ne sont pas là. Les Carnegie n'est pas là, Rockefeller n'est pas là, Kennedy, n'en parlons pas, en plus il est catholique, il n'a aucune raison d'être là. Bref, ce monde-là va s'effacer précisément parce que ces formes de philanthropie qu'il a inventées et qui tient dur comme fer, comme étant les siennes, vont être balayées par les grandes fondations philanthropiques, dont la première apparaît en 1910 et qui vont marquer tout le XXe siècle avec des programmes d'action d'une toute autre échelle que de s'occuper soit d'un quartier new-yorkais, soit même de la municipalité new-yorkaise, mais s'occuper de l'ensemble de la nation, voire, bien sûr, de la grippe espagnole après la Grande Guerre en Europe et des problèmes de paludisme en Afrique. Donc, on a cette première forme de lutte pour le pouvoir interne, c'est le pouvoir mondain à l'intérieur
catégorie en question. Une autre forme, c'est la question de la notabilité, c'est-à-dire au fond ce qui fait le rapport, je crois, entre la fabrication du nom et la politique. Hein. La notabilité, me semble-t-il, c'est ce qui fait qu'il n'est pas besoin de justifier de son droit à gouverner. Hein, voilà, puisqu'on est un notable. Et nos répertoires nous permettent d'observer la bataille pour la notabilité et la bataille pour la survie politique. Et de ce point de vue, bon, c'est très sidérant. Je ne parle pas de Londres, ça je ne peux pas en parler parce qu'on n'a pas étudié cet aspect des choses, mais dans les 3 autres villes, on constate un phénomène commun, c'est que ceux qui tiennent le haut du pavé dans le monde charitable, ce sont des gens qui ont perdu le pouvoir politique. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai à New York, par exemple, le patriciat new-yorkais s'est fait chasser de la municipalité dans les années 1860 par des élus, vous savez, des élus corrompus, évidemment, élus par les Irlandais, pire encore par les Italiens, etc. etc. Bon, pour ce qui concerne les Français, tu l'as bien pointé, Gérard, ce sont cette bourgeoisie d'État ou cette aristocratie battue, cette bourgeoisie d'État du Second Empire ou de la République des Ducs qui perd avec la victoire de la République. Et ces gens-là se reconvertissent en philanthropie parce que ça leur donne une chance, pense-t-il, pour certains, de rebondir et peut-être de se maintenir dans la sphère publique. Donc, le deuxième aspect de la bataille pour le pouvoir, c'est préserver la notabilité quand elle est en danger ou la conquérir, parce que vous savez, quand on est simplement un nouvel élu, un nouveau venu sur la scène politique, eh ben, l'électorat est tellement versatile qu'il vaut mieux se créer un nom par les investissements philanthropiques que de se fier seulement à ses chances sur le marché politique. Et enfin, le troisième aspect de la lutte pour le pouvoir, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, Alix tout à l'heure, c'est le pouvoir entre qui des hommes et des femmes va contrôler, va exercer la direction des œuvres et pour les femmes, comment faire face à la domination masculine dans les œuvres charitables. Donc voilà, c'est une vue, comment dirais-je, extrêmement limitée, mais je crois pertinente d'un phénomène qui, ma foi, a de bien d'autres aspects que Gérard, tu as pour la plupart pointé. Alors, effectivement, toutes ces activités, tu l'as bien noté, sont très hétérogènes, mais là encore, c'est pas nous, c'est pas notre faute. C'est eux qui ont désigné cet ensemble comme un ensemble pertinent à leurs yeux. Hein, c'est-à-dire que la question de qui gouverne tout ça, c'est eux qui la posent à cette échelle et dans cette diversité extrême des investissements possibles. Et je crois que ce qu'on a pu montrer avec une certaine finesse, c'est comment n'importe qui ne fait pas n'importe quel investissement. Je veux dire, on a des spécificités sociales des philanthropes qui vont s'engager dans telle ou telle direction dans cette affaire. Bon, sur la nationalité, la chose que les répertoires nous permettent d'observer, c'est que les œuvres pour les non-nationaux sont encore rangés, ça va t'étonner peut-être en 1900 Gérard, sont encore rangés avec les œuvres, avec les originaires de province, comme des œuvres destinées à des populations, généralement des populations laborieuses particulières. Mais on va avoir dans la même rubrique des répertoires très souvent, à Paris, par exemple, les originaires du Nivernais, les Suisses, voilà, pourquoi pas, il y en avait qui venaient travailler à Paris. On va les regarder en tant que bijoutiers, etc. Peut-être une dernière remarque sur cette affaire de nationalité qui est tout à fait intéressante, je crois, c'est que les confessions minoritaires, alors, elles sont traitées de façon assez différente selon les répertoires, mais l'un des répertoires est particulièrement intéressant à cet égard, c'est celui qui est écrit par les catholiques intransigeants parisiens. Alors, sont regroupés dans une même catégorie de la nomenclature les cultes dissidents. Les cultes dissidents.
protestants israélites. Et cette rubrique est classée entre les Alsaciens lorrains, qui sont des Français qui ne sont plus tout à fait, et les étrangers. Voilà, donc on a des degrés dans ce document-là, en tout cas, c'est un point de vue très particulier qui n'est pas partagé par l'autre répertoire parisien. On a un point de vue très très particulier sur le degré comment dirais-je, d'intériorité ou d'extériorité par rapport, on pourrait dire, à la nationalité pure et dure telle que tu as pu en montrer la genèse dans tes travaux. Peut-être le temps à passer ou il reste peut-être une chose à dire? Le temps a passé, mais si tu as encore un mot à dire ou Alix, c'est le moment. Alix, peut-être. La conclusion approche. Oui, peut-être sur cette question du pouvoir et des élites. C'est vrai que c'est très frappant de voir qu'à des échelles différentes, à Paris, à New York et à Genève, donc à New York, on parle de la municipalité, à Genève, on parle du canton et à Paris, on parle du pays. On a cette concurrence des élites et le fait que notre groupe de philanthropes dominants sont chaque fois des élites déchues. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour eux de garder une influence sur leur habitat, de pouvoir continuer à tenir un discours sur la manière dont la société doit être organisée. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas, donc je pense que c'est une bonne hypothèse. Et puis, peut-être encore un mot qui va rejoindre ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est le fait que autour de 1900, on a l'impression aussi, enfin, il y a des coalitions qui se forment entre ces anciennes et ces nouvelles élites, et c'est sans doute aussi parce qu'en face d'eux, une troisième force est en train d'émerger, qui est celle du mouvement ouvrier, et qui les force à se serrer un peu plus les coudes. Merci, merci beaucoup. Je vous propose de clore sur ces paroles notre discussion aujourd'hui. Je voudrais remercier encore les intervenants, donc les auteurs, autrices de ce livre collectif sous la direction de Christian Topalov et donc Alix Henniger qui étaient avec nous ce soir. Remercier évidemment chaleureusement Michel Perrault et Gérard Noiriel pour leur riche discussion. Je crois que ces questionnements ouvrent des perspectives et montrent la très grande actualité de la recherche qui était en discussion, actualité méthodologique et actualité aussi du point de vue de l'objet et des perspectives qu'il ouvre pour une période qui voit se retirer l'État social qui était en gestation au tournant du XXe siècle. Donc, merci infiniment à toutes et tous et je vous propose de clore ici cette discussion.